À présent, Chrétien va venir nous expliquer les origines et les enjeux d'un sujet assez tendance en ce moment, le Brexit. Bonjour Chrétien. Bonjour Adélie. Aujourd'hui, je vais vous parler du Brexit, car c'est une nouvelle d'actualité. Les élections européennes viennent de se passer, mais la question du Brexit n'a toujours pas été résolue. On va devoir attendre les prochains mois pour voir comment ça va se passer. C'est l'abréviation de British Exit qui indique la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est rentré dans l'Union européenne en 1973 quand on l'appelait CEE. Britannique, c'est la première ministre Theresa May qui mène les négociations. Elle est aidée par un comité où on retrouve le secrétaire d'État au Brexit, David Davis. Au niveau européen, en plus du président de la Commission Jean-Claude Juncker, on trouve Michel Barnier, qui est le négociateur en chef bruxellois, et un groupe de travail article 50. Il y a plusieurs pensées sur les causes du Brexit. L'organisation, comme toute l'Europe, considère le Brexit comme une campagne de David Cameron, qui est l'ex-premier ministre anglais, pour briguer un deuxième mandat. Des autres voient des raisons comme l'immigration européenne. Et donc, pour décider si le Royaume-Uni devait rester ou sortir de l'Union européenne, un référendum a été organisé par David Cameron. Ce référendum a été organisé le jeudi 23 juin 2016. Les 51,9% de voix ont voté pour la sortie, avec la participation de 72% de la population. Suite à l'article 50 du traité de Lisbonne, les pays de l'Union européenne ont 2 ans pour préparer la sortie effective du pays à partir du 29 mars 2017. La sortie donc a été prévue pour le 29 mars 2019, mais elle a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2019. L'article 50 dit que tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. L'État qui décide de se retirer doit notifier son intention au Conseil européen. L'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait en tenant compte de ses relations futures avec l'Union. Le traité cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait. Les membres du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participent ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui les concerne. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, il doit recommencer la procédure à zéro. Quelles seront les conséquences? Il y a des discussions sur les accords du divorce, et cet accord est le Withdrawal Agreement qui fait 585 pages, 185 articles et 3 protocoles, un pour l'Irlande, un pour Chypre et un pour Gibraltar. La période de transition, qui est de 21 mois, est du 30 mars 2019 au 30 octobre 2020, qui a été réclamée par les Britanniques pour éviter le no deal. Si le Parlement britannique n'arrive pas à faire des accords et le Royaume-Uni ne participe pas aux élections européennes du 26 mai, alors le no deal sera appliqué à partir du 1er juin. Si le Royaume-Uni participe aux élections, le dernier délai sera le 31 octobre. Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni applique les droits européens, c'est-à-dire qu'il sera un membre du marché intérieur, qu'il aura la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, mais il ne pourra pas signer d'accord de libre-échange avec des pays tiers, ni avoir un siège dans les institutions européennes. On a mis en acte le backstop ou filet de sécurité, qui sert à éviter une frontière entre l'Irlande, la République d'Irlande, qui resterait dans l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni. L'Irlande du Nord, pendant la période de transition, continuera à appliquer les règles de l'Union européenne. Après cette période, s'il n'y aura pas de solution, l'Union européenne et le Royaume-Uni resteront unis dans le territoire douanier unique, c'est-à-dire que les produits pourront circuler, mais sera appliqué un tarif douanier extérieur européen. Les relations entre le Royaume-Uni et la Chine s'intensifieront. C'est un problème aussi pour les entreprises françaises qui seraient parmi les 6 pays les plus touchés, avec 3,2 milliards d'euros de pertes d'export.
Il y aurait aussi des problèmes avec les investisseurs, par exemple la banque américaine JP Morgan, qui emploie 16 000 personnes au Royaume-Uni, on déplacerait des 1000 à 4000 suite à la victoire du Brexit. Le territoire douanier unique deviendra politique commerciale indépendante, c'est-à-dire que ce sera un accord de libre-échange des biens comme celui entre l'Union européenne et le Canada. Londres continuera à respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Des pays comme la France, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal s'inquiètent pour le domaine de la pêche car ils voudraient avoir l'accès aux eaux britanniques, mais ce n'est pas encore défini. Question se pose aussi sur Gibraltar, car Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, réclame son rocher de 7 km² à l'extrême sud ibérique et a menacé 3 fois de poser son veto à l'accord sur le Brexit. À Chypre, des agriculteurs qui travaillent sur des bases militaires britanniques craignent car en cas de no deal, ils perdraient des subventions de l'Union européenne et devront payer de lourdes taxes car leurs terres se trouvent hors de l'Union. L'Union européenne perdra en plus l'une des 3 grandes puissances, une des plus importantes places financières au monde, le premier partenaire diplomatique des États-Unis en Europe et l'un des seuls États européens entretenant une armée régulière conséquente. Pour quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni devra payer plus ou moins 39 milliards de sterling pour le statut de citoyen européen installé au Royaume-Uni et pour le statut de la frontière avec l'Irlande. Il faudra s'accorder sur la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, mais il faut faire une différence entre ceux qui résident ou travaillent au Royaume-Uni avant le Brexit, qui conservent le statut, et les Britanniques aussi qui sont installés dans un pays de l'Union européenne, et ceux qui s'installeront au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, qui obtiendront un droit de résidence permanente au bout de 5 ans de séjour. Pour les voyages, on peut dire que les conditions de voyage vers le Royaume-Uni resteront les mêmes puisqu'il ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc il faudra fournir un passeport ou une carte d'identité valide. En avion, en cas de no deal, les conditions de voyage devraient changer car le Royaume-Uni n'aurait plus droit au ciel unique européen, mais le 20 décembre 2018, les Britanniques ont précisé que le trafic aérien resterait inchangé. Et la même chose, c'est pour les bateaux. Par contre, des barrières commerciales pourraient se relever pendant la période de transition, c'est-à-dire 7,2 milliards d'euros par an de droits de douane supplémentaires à payer pour les exportateurs britanniques, comme par exemple BMW ou Airbus. Pour la santé, on peut dire que la carte européenne d'assurance n'est valable que dans les pays qui font partie du EEE, c'est-à-dire l'espace économique européen, donc les 28 pays de l'Union européenne, plus Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein. Si après la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni reste dans la EEE, la carte sera valable, mais pas en cas de no deal. En plus, beaucoup de médicaments du Royaume-Uni viennent de l'Union européenne et pour ça, il faudra faire des accords. Vous avez sûrement entendu parler du président Jair Bolsonaro, président du Brésil, surnommé notamment le Trump tropical. Nous allons maintenant visionner la vidéo explicative que Céline a réalisée à son sujet. Jair Bolsonaro a été élu le 28 octobre 2018. C'est le nouveau président du Brésil. Alors, qui est-il? Il est né le 21 mars 1955 à Gilcerio, dans l'état de São Paulo. Sa famille est modeste et il a 5 frères et sœurs. Il devient militaire et est capitaine de réserve de l'armée, puis se lance dans la politique et devient, en 1990, député fédéral de Rio de Janeiro, avec le Parti démocrate chrétien. Il a été réélu constamment jusqu'en 2014, puisqu'il a plusieurs fois changé d'étiquette politique. Il se trouve à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Il est notamment connu pour ses positions controversées à l'égard des femmes, des Noirs, des homosexuels et des peuples indigènes qui peuplent le Brésil, ainsi qu'à sa nostalgie pour la dictature militaire du Brésil de 1964 à 1985. Lors des élections présidentielles, il est attaqué
à l'arme blanche par un de ses opposants. Lui étant dans le Parti socialiste libéral, le PSL. Il est alors élu avec une majorité écrasante de 55% des voix. En ce qui concerne le nouveau programme du président brésilien, il est pour un abaissement de la majorité de 18 ans à 17 ans, pour un assouplissement de la législation sur le port d'armes, pour assurer la protection juridique des policiers s'ils font usage de leurs armes en service. En ce qui concerne l'écologie, son programme n'évoque ni la déforestation, ni le réchauffement climatique. Et en ce qui concerne le domaine de l'agriculture, il serait confié à l'agrobusiness. Pour l'Amazonie, le président affirme qu'il ne laissera pas 1 centimètre de plus pour la délimitation des réserves naturelles indiennes. Il prône des mesures de contrôle sur le taux de natalité, le remboursement par l'État de vasectomie et de ligature des trompes. L'Amazonie est autrement appelée le poumon vert de la planète, puisque les arbres qui composent l'Amazonie produisent énormément d'oxygène. L'Amazonie se situe en Amérique du Sud. Une grande partie de son territoire se situe au Brésil. Elle abrite 50 à 70% de la biodiversité mondiale. Ce territoire accueille 30 millions de personnes, vivant encore en grande majorité des services rendus par la nature, par une nature amazonienne exceptionnelle. Elle est aussi traversée par le plus grand fleuve du monde, l'Amazone. Il fait 7000 km. L'Amazonie, c'est aussi de très nombreuses espèces d'animaux. Elle posséderait donc 10% de toutes les espèces du monde. Autant d'atouts qui justifient l'existence d'un lien fort entre la santé de l'Amazonie et celle de la planète tout entière. L'écosystème amazonien, qui a déjà perdu près de 20% de sa surface totale, notamment à cause de la déforestation. Le Brésil compte environ 850 000 autochtones, représentant environ 300 tribus. Leurs vastes réserves, représentant environ 13% du territoire brésilien, sont depuis bien longtemps une source de conflits avec des étrangers cherchant à exploiter leur richesse naturelle. Bolsonaro a d'abord retiré la gestion des terres indigènes au ministre de l'Environnement pour les confier au ministre de l'Agriculture. Ça veut dire que la démarcation des terres protégées va désormais répondre à des préoccupations agroalimentaires. Favoriser la déforestation pour implanter du soja ou du bétail. Bolsonaro a déjà autorisé plus d'une centaine de nouveaux pesticides. Et il veut mettre fin au système de santé décentralisé installé dans les communautés indiennes. Le nouveau chef de l'État entend développer des méga-projets, comme par exemple un pont sur l'Amazone, ou une autoroute qui relierait le nord du pays au Suriname. Tant de choses qui n'inaugurent rien de bon pour l'Amazonie. Sans transition, c'est maintenant Espérance qui va nous rejoindre pour justement nous parler de Trump et de son projet de construction de murs entre les USA et le Mexique. Espérance, bonjour. Bonjour Adélie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la politique de Trump et du mur de Mexique. Donc c'est un sujet qui m'intéressait car cela touchait à la question des migrants mexicains et que cela a des conséquences sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique de Trump et le mur de Mexique. Nous allons commencer par la biographie de Donald Trump. Donald Trump naît en 1946 dans le Queens, à New York. Le jeune Donald Trump est envoyé dans un internat militaire avant d'intégrer une école de commerce à l'université de Pennsylvanie en 1968. Il travaille ensuite pour son père. Il est donc âgé de 72 ans. Il précédera Barack Obama. Une compétition s'installe entre l'homme d'affaires, donc Donald Trump, et Hillary Clinton. Lors de son élection, peu de gens croyaient en ses chances de devenir le futur président des États-Unis, car Donald Trump manquait d'expérience au niveau politique. Donald Trump sera confronté face à Hillary Clinton avec une campagne très sévère où des attaques personnelles ne sont pas épargnées. Le 8 novembre, il gagne les élections avec succès. Il devient de façon inattendue le candidat du Parti républicain en 2016. Donc j'ai donc mis ici la définition d'un parti républicain pour que ce soit plus compréhensible.
Alors, pour commencer, ce mur occupe déjà 1052 km le long d'une frontière qui a fait 3144 km de San Diego sur le Pacifique à l'embouchure du Rio Grande dans le golfe du Mexique. Depuis quelque temps aux États-Unis, il y a un désaccord entre les républicains et les démocrates. Les démocrates, en nombre suffisant au Sénat, s'y opposent fermement. La construction totale pourrait coûter plus de 25 milliards de dollars, résultat des faits shutdown. Donald Trump réclame 5 milliards de dollars pour financer la construction du mur de Mexique. Celle-ci est censée bloquer l'immigration, une promesse que Donald Trump avait faite durant sa campagne électorale en 2016. Mais un budget voté par la majorité républicaine à la Chambre des représentants a été bloqué au Sénat. Donald Trump refuse d'approuver le budget de son pays tant que son budget pour son projet n'est pas approuvé. C'est-à-dire, le mur de Mexique ne sera pas approuvé par le Congrès américain. Plusieurs barrières physiques existent déjà. Celles-ci ont été construites à la demande d'un ancien président américain à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Au sujet des migrants. En 2017, près de 350 millions de migrants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir une frontière pour passer aux États-Unis. Parmi eux, beaucoup viennent d'Amérique centrale. Souvent, les personnes fuient la pauvreté, la violence, l'insécurité et la drogue dans leur pays. Ils espèrent trouver aux États-Unis une vie meilleure, un travail et une sécurité pour leur famille. En juin, des images diffusées dans la presse ont révélé que la police américaine séparait de force les familles de migrants. Pour conclure, le mur de Mexique va briser des familles migrantes qui espèrent trouver aux États-Unis une vie meilleure, un travail et surtout une sécurité. Ce mur va également mettre en voie de disparition des espèces comme les papillons, les ours, les renards, les salamandres et les mouflons d'Amérique. Et pour finir sur cette présentation sur le mur de Mexique, voici les pires déclarations de Trump. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Who's going to pay for the wall? Mexico. We will build the wall 100%, and Mexico will be paying for the wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Vous êtes sûrement déjà tombé sur les réseaux sociaux sur des fake news, c'est-à-dire de fausses informations. Dans sa vidéo, Senku va vous donner des astuces afin de déterminer si l'article que vous consultez est fiable ou pas. Bonjour Senku. Bonjour Thomas. Eh bien, le problème des fake news est un danger sur lequel il faut sensibiliser les jeunes qui s'informent en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Il faut les éduquer à acquérir un esprit critique face aux millions d'informations qu'ils peuvent recevoir. Bonjour, je vais vous présenter les fake news et comment les éviter. Tout d'abord, les fake news sont des fausses nouvelles volontairement diffusées pour manipuler l'opinion publique, surtout chez les jeunes, et elles visent à susciter des émotions, à attirer des peurs ou à semer des doutes. Elles se diffusent sur les réseaux en un éclair. Comment on s'y retrouve? Les études menées sur la réception des fake news montrent que les jeunes et les personnes les moins diplômées sont plus sensibles au phénomène de fausses informations. Les réseaux sociaux sont une source d'informations toujours plus importante, en particulier chez les jeunes. Selon une étude autrichienne, les 14 à 18 ans utilisent en premier les réseaux sociaux en plus de la télé pour se renseigner sur l'actualité politique, économique, sociale, etc. Et aussi, les jeunes accordent très peu de crédibilité aux médias sociaux. 2/3 environ pensent que la majorité des nouvelles diffusées sont fausses. 85% des jeunes déclarent qu'ils ont de la difficulté à déterminer si une nouvelle est vraie ou fausse. Ils se limitent généralement à des vérifications sommaires. 1/3 environ se fie à son intuition et les parents encouragent moins leurs enfants à développer leur esprit critique face aux réseaux sociaux. Donc, le rôle d'accompagnant est moins important. Comment identifier et éviter les fake news? Il faut d'abord remonter à l'origine de l'information, retrouver la source de l'information. Souvent, les fake news évoquent une source prestigieuse sans la préciser. Exemple, selon. Si cette source existe, savoir qui est responsable de la diffusion de l'information
Si c'est des médias officiels, des partis politiques, des associations, etc., sont-ils neutres ou veulent-ils faire passer un message? Sous quelle forme? Des nouvelles, des médias ou des blogs? L'information a-t-elle été publiée? Les mentions légales d'un site web permettent souvent de savoir si l'auteur du site est professionnel ou fiable. Ensuite, la vérification des faits. La nouvelle est-elle traitée ailleurs? Qu'en disent les autres sites? Bonne ou mauvaise? Est-elle d'actualité? Puis la vérification du public ciblé. À qui le message s'adresse-t-il? Enfin, la vérification de la publicité. Combien de pubs y a-t-il sur le site? La pub se distingue-t-elle clairement du contenu rédactionnel? Pour être sûr de vos informations, vous pouvez vérifier avec T9 pour vos images et Decodex pour vos sources. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro du Landine. Et qui n'est plus... On va la refaire. Ces dernières années... Je vois pas. Désolée. On y va. Bon, 3, 2, 1, on y va. Tu. C'est tellement énorme. Il fait chaud. Bon, on fait une... Allez, c'est bon. Ça va? Ouais, ça c'était drôle.